Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Nous sommes dans notre série d'articles sur le leadership, On Leadership, bouquin de la collection Harvard Business Review. On a commencé la semaine dernière, on poursuit cette semaine avec le deuxième article que j'ai choisi pour vous dans la série, donc on va pas tous les faire parce que, il y en a que je trouve pas essentiel. Celui-ci s'appelle The Work of Leadership, que je traduirai plutôt par le rôle du leadership que par le travail du leadership, puisque je pense qu'il s'agit vraiment d'un rôle, écrit par Heifetz et Lowry en 1997. Donc vous voyez qu'on avance dans le temps, on a fait un saut de 7 ans. Et en fait, l'idée principale de cet article se résume assez facilement. Il faut aller sur le balcon. Voilà, je vous laisse avec ça quelques secondes. C'est en fait une métaphore, une allégorie, je sais jamais, je devrais savoir, mais parce que j'enseigne ces trucs-là, mais je crois que c'est une métaphore. En tant que leader, donc souvent, malheureusement encore en tant que manager, mais pas que, vous qui n'êtes pas manager mais qui écoutez ce podcast, continuez, bravo, puisque n'importe quelle personne, dans n'importe quel aspect de sa vie, peut être un ou une leader. On est souvent pris par l'opérationnalité de nos tâches. On est la tête dans le guidon, pour parler français. Et ce que dit cet article, c'est que il faut aller sur le balcon. Donc, plutôt que d'être dans la salle en train de danser avec tout le monde, de temps en temps, il faut monter au premier, regarder les gens danser, détecter les schémas, les récurrences, les occurrences d'incidents, les mouvements, les dynamiques, pour ensuite se remettre dans le flow de l'activité. Donc, être un leader, c'est aller sur le balcon, cette métaphore de la prise de recul, en fait, bêtement. Je trouvais intéressant de vous en parler parce que vous voyez que aller sur le balcon est beaucoup plus évidemment une attitude, alors elle n'est pas métaphorique, c'est une attitude réelle qui contraste en fait avec ce qu'on va peut-être avoir en tête en termes de leadership, le leader impliqué, impactant, qui est dans les actions, on verra après une certaine quantité de rôles à jouer, mais cette attitude de la prise de recul, d'aller sur le balcon, en fait, se manifeste dans n'importe quelle situation de votre vie professionnelle. Lors d'une réunion, en train de réfléchir à un rapport, en train de traiter avec un client. C'est une manière de... En fait, mon deuxième chef, Bertrand, que je salue au passage, parlait de faire l'hélicoptère. C'est-à-dire d'être très, très opérationnel, mais de pouvoir monter à la verticale et redescendre, et remonter. C'est-à-dire d'aller très profond dans les problèmes, techniques y compris, pour remonter, et surtout ne pas oublier de remonter. Et en fait, je crois que ces auteurs nous disent simplement que, plutôt qu'ils parlent pas ils prennent une autre métaphore que la métaphore hélicoptérique, je sais pas si ça se dit, mais ils prennent plutôt la métaphore de la danse et du balcon. Donc, on monte sur le balcon, en question d'attitude, on prend du recul, pour voir les problèmes, donc obtenir cette information-là, et pourquoi est-ce qu'on veut voir les problèmes ? Parce que de l'ensemble de ces problèmes, si nous sommes sur le balcon, alors nous pourrons identifier le challenge existentiel, le défi existentiel de l'entreprise. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Alors si vous êtes directeur d'entreprise, c'est le challenge existentiel de l'entreprise, mais si vous êtes chef d'équipe, votre équipe s'occupe de développer des logiciels, quand vous allez sur le balcon, vous regardez quel est le challenge existentiel du développement d'applications. Identifier le challenge existentiel. Donc, on passe d'une attitude à une information, à un focus, une focalisation. On va pouvoir, ça fait partie d'ailleurs des tâches qui nous suggèrent, de se concentrer du coup sur ce challenge existentiel. Pourquoi ? Parce que les autres personnes, elles, vont être dans de la résolution d'incidents, finalement, principalement, en langage ITIL, pour ceux qui connaissent ITIL. On va s'occuper des occurrences. Mais le challenge existentiel est peut-être en fait ce qui provoque toutes ces occurrences. On n'arrête pas d'avoir des problèmes de retard de livraison, standard, vous me direz, par manque de matière. Pourquoi est-ce qu'on a un manque de matière ? Le challenge existentiel, c'est les déséquilibres géopolitiques pour une catégorie de matière d'achat direct que nous faisons dans notre entreprise, et c'est un challenge existentiel, parce que si nous manquons de cette matière, nous ne fonctionnons plus.
Voilà. Donc identifier le challenge existentiel grâce à aller sur le balcon. Alors une fois que les problèmes sont identifiés, que faire? Alors ils nous donnent une série de choses à faire, selon eux, qui fait partie justement du rôle du leader. Hein. La première de ces choses, c'est poser les questions qui piquent. Alors ils disent pas qui piquent, ça c'est moi, mais je trouve ça plus marrant que de dire, je sais plus comment on dit, challenging questions. Poser les questions qui piquent, poser les questions pointues, les questions qui vont faire réfléchir les gens, les questions qui vont leur faire dire, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est le plus grand service que vous puissiez rendre à vos troupes, que ça soit des membres de direction ou des collaborateurs et collaboratrices. Poser les questions qui piquent, pour les faire réfléchir, pour les faire s'arrêter et se poser la bonne question. Beaucoup plus que donner le feedback qui pique, qui est aussi nécessaire, mais dans un autre cadre. Donc, poser les questions qui piquent. Deuxième rôle, du coup, du leader, ou du leadership, c'est de faire émerger les conflits et de les faire sortir au grand jour. Plutôt que d'essayer de les calmer très vite, le conflit peut être, hein, on voit ça en gestion des conflits, si vous faites une fois un cours de gestion des conflits avec moi, vous verrez qu'on parle du fait que les conflits peuvent avoir des sources, des causes organisationnelles. Le cas typique, c'est la prod et la vente. Alors dire, ah mais ils s'entendent pas. Non, ça c'est la vue freudienne, psychoanalysante du fonctionnement des organisations, mais vous avez aussi la vue sociologique, ou dans ce cas-là organisationnelle, qui consiste à dire que la vente et la production peuvent avoir des objectifs qui sont antagonistes, donc vous pouvez n'importe qui, vous mettez A et B ou D et E, vous aurez des conflits. Donc faire émerger les conflits au grand jour, ça permet justement de voir les problèmes systémiques et de les résoudre. Troisième rôle du leadership, réguler la détresse, hein, c'est regulate distress. Alors distress en anglais peut-être moins fort que détresse en français, mais c'est pas vraiment le stress, ça veut dire, c'est pas que le stress, c'est aussi réguler le désespoir, c'est aussi trop fort. Mais voyez dans quelle direction on va. Les gens disent, ah j'en peux plus, ah mais il y en a marre, ça marche jamais. Ça, il faut absolument réguler. Alors non seulement parce que c'est une bonne chose à faire, mais en plus parce que ça protège la santé psychique et psychologique des collaborateurs et collaboratrices, et vous savez que ça, c'est la loi. Donc, voilà, réguler la détresse, mais oui, pas simplement mettre en place un truc pour mettre en place. C'est vraiment essayer d'aider les collaborateurs, en particulier les gens qui travaillent directement avec vous, à réguler cette détresse. Et vous voyez que de faire émerger les conflits au grand jour va provoquer de la détresse, mais si on identifie le challenge existentiel, alors il peut expliquer la détresse. Hein, donc vous voyez comme tout ça est un ensemble qui est assez cohérent. Quatrième chose à faire, maintenir une discipline attentive. Alors nous sommes attentifs puisque nous sommes sur le balcon, mais quand nous redescendons, nous pouvons aussi suggérer à d'autres d'aller sur leur balcon. Et donc, alors que ça soit au moyen d'indicateurs, que ça soit au moyen de conversations, ça c'est égal, hein, mais maintenir chez les personnes avec qui nous travaillons, et donc évidemment chez nous-mêmes, exemplarité oblige, maintenir une discipline attentive. Cinquième tâche, que je trouve pour ma part assez rigolote, c'est encadrer les voix dissonantes. Plutôt que de les faire taire, hein, plutôt que de dire non mais bon c'est le râleur éternel, plutôt que de dire mais de toute façon il va partir bientôt, écoutez ces gens. C'est la meilleure manière de ne pas tomber dans le fameux groupthink, hein, qui est le contraire de l'intelligence collective. Les voix dissonantes, quand je dis encadrer les voix, c'est pour ça que j'ai dit encadrer, parce que eux ils disent favoriser ou un verbe comme ça. Je pense qu'il y a une question de forme et d'utilité. Beaucoup de voix dissonantes sont utiles, mais elles sont mal exprimées. Donc si vous prenez trop en compte des voix dissonantes mal exprimées, tout le monde se mettra à mal exprimer son opinion. Il y a une question de forme qui est importante, hein, donc on a le droit d'exprimer, voire même le devoir d'exprimer un avis dissonant, un avis divergent. Mais pour cela, il faut le faire de manière constructive et de manière audible, hein, pour que les gens puissent le comprendre. Donc, encadrer les voix dissonantes. Et enfin, dernière chose, donc la sixième, soutenir les collabs dans leurs efforts d'adaptation. Parce que, vous voyez qu'évidemment, tout ça va faire changer les choses, les procédures, les manières de faire, les opportunités de collaboration, peut-être même le travail lui-même, voire la nature du travail pour certaines personnes, et il faut les soutenir dans leurs efforts d'adaptation. Il faut vraiment féliciter, reconnaître toutes les personnes qui vont dans le bon sens d'une adaptation. Quelqu'un qui accepte une nouvelle tâche, peut-être faire quelque chose, plutôt que pas de punir, mais de sanctionner les personnes qui refusent une ouverture de poste, ou etc.
eh bien peut-être soutenir les collaborateurs dans les efforts d'adaptation. Donc les 6 tâches, une fois que les problèmes sont identifiés, poser les questions qui piquent, faire émerger les conflits et les faire sortir au grand jour, réguler la détresse, maintenir une discipline attentive, encadrer les voix dissonantes et soutenir les collaborateurs et les collaboratrices dans leurs efforts d'adaptation. Alors il nous donne en fait une autre manière de regarder ça, en disant finalement un leader, une leader a 5 domaines d'action, la direction, la protection, l'orientation, la conflictualité ou la gestion des conflits et la normativité, la gestion des normes. Eh bien, avant, en termes de direction, on s'attendait de nous à ce que nous définissions les problèmes et donnions les solutions. Alors les auteurs nous disent, très mauvaise idée, maintenant nous identifions les menaces existentielles et nous focalisons les énergies. Ce n'est pas nous qui donnons les solutions, parce qu'on ne les a pas. Et ça, la pandémie de la Covid nous l'a prouvé. Nous ne pouvons pas avoir toutes les solutions, le monde est beaucoup trop complexe pour ça. Donc, ne pas simplement définir les problèmes et donner les solutions, mais identifier les menaces existentielles, focaliser l'énergie et redonner le pouvoir aux personnes qui peuvent vraiment résoudre le problème. La personne qui peut résoudre un problème de qualité, c'est pas le département qualité, c'est l'opérateur de production. Deuxième domaine, protection. Donc avant, le rôle du leader, c'était d'isoler l'organisation, les gens des problèmes de l'extérieur. Et là, maintenant, eh bien non, on va laisser filtrer la pression, filtrer, pas passer, filtrer la pression, pour reconnecter l'organisation aux réalités du marché. Alors, il faut soutenir les gens dans cet effort-là, soutenir les collaborateurs dans leur effort d'adaptation, mais il faut laisser filtrer la pression. Quand il y a un client qui dit que si ça se passe comme ça, alors il risque d'abandonner ou de ne pas commander, ou etc., il faut pas aller vengeur tout de suite dire ça à la personne qui a fait une erreur. Mais je pense que c'est important que cette personne sente que ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, la manière dont elle se comporte, a un impact, une conséquence réelle sur non seulement son job et son rôle à elle, mais sur celui d'autres personnes autour d'elle. Troisième domaine d'action, tout ce qui est orientation. Avant, on demandait à un leader, ou on demandait au leadership d'ailleurs, de clarifier la vision, de clarifier les rôles. Eh bien maintenant, non, au contraire, on va plutôt challenger les rôles actuels. On va justement poser les questions qui piquent. Mais pourquoi tu fais ça? Ah bon, t'es sûr? Ok. Écoute, moi ça me paraît bizarre, parce que A, B, C. Comme je suis monté sur le balcon. Et vous savez, de temps en temps, quand vous montez sur le balcon, prenez quelqu'un avec vous. Puis vous dites, regarde, t'as vu? Puis là, les gens sont assez intelligents, tout seuls, on n'a pas besoin de les forcer. Ils disent, ah ben oui, t'as raison. Donc hop, ils viennent avec nous. Quatrième domaine d'activité, la conflictualité. Avant, leadership, c'était la restauration de l'ordre, faire la police. Aujourd'hui, non. Maintenant, on va plutôt les faire émerger. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les voit, on va essayer de les faire sortir avec protection et essayer de les utiliser comme opportunité d'apprentissage. Dire, mais ok, qu'est-ce qu'on apprend de ce conflit? Qu'est-ce qui se passe? Toutes les techniques de débriefing, dont on a déjà parlé dans Leadership, sont utiles à la fin d'une période difficile entre une équipe et une autre, ou à l'intérieur d'une équipe. Donc plutôt que de simplement faire le Garachurm avec la carotte et le bâton, au contraire, peut-être les conflits sortent, mais sont utilisés comme opportunité par tout le monde d'apprendre comment mieux faire. Et enfin, dernier domaine d'activité, tout ce qui est normes. Avant, le leadership créait et maintenait les normes, et maintenant on va dire non, au contraire, on va challenger les normes, on va challenger les règles inutiles, on va essayer de simplifier, on va essayer de dire mais est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? C'est un peu une question qui pique si vous voulez bien. Donc, on a 6 actions, on a 5 domaines d'action, vous pouvez les prendre dans un ordre, il n'y a pas d'ordre préféré, mais comme ça vous avez 2 manières de regarder la même chose. Vous avez 2 balcons finalement, je vous ai donné 2 balcons. Mais si on doit résumer, moi il me semble que grâce au fait qu'on est sur le balcon, on peut introduire ou réintroduire un tout petit peu de chaos dans l'organisation. Faire émerger les conflits, challenger les règles inutiles, challenger les rôles tels qu'ils sont faits, laisser filtrer un peu la pression. Tout ça, ce sont des rôles qui sont plutôt de l'ordre du chaotique que du régulant ou régulatoire, je sais pas comment il faut dire. Donc l'idée, c'est peut-être de passer d'un Chief Order Officer à un Chief Chaos Officer, ce qui serait assez rigolo du point de vue des autres personnes avec qui vous travaillez. Alors ne le faites pas sans leur dire, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans cette idée de ne pas penser que votre organisation est une mécanique bien huilée, mais plutôt un jardin
poussent, avec des plantes qui poussent, d'autres qui meurent, avec des gros fruits, des petits, avec des saisons. Je pense que c'est une meilleure allégorie, là, dans ce cas-là, et que donc dans un jardin, il y a du chaos. On n'est pas dans la pelouse anglaise, on est vraiment dans le jardin. Voilà, vous allez devenir Chief Garden Officer. Ça vous tente ? À la semaine prochaine. Ciao.